étudier les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, nous procéderons comme pour le Conseil d'État, en commençant par la présentation des membres, puis par celle de l'organisation et du fonctionnement de ces juridictions. Grand 1. Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ces membres appartiennent à un même corps de fonctionnaires, c'est le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel. Ils sont régis par les articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du Code de justice administrative. Ils sont environ 1200. Les membres sont recrutés de différentes façons. D'abord, parmi les élèves de l'ENA. Ensuite, par la voie d'un recrutement direct qui se décompose en un concours externe ouvert aux étudiants et un concours interne ouvert aux agents publics. Ensuite, il existe également un recrutement au tour extérieur. Cette procédure s'adresse en priorité aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, sous réserve d'appartenir à un corps de catégorie A et de justifier de certaines conditions d'ancienneté et de grade. Autrement dit, cette voie constitue une voie de promotion au sein de la fonction publique. Enfin, il existe un recrutement par la voie du détachement. Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités, ou encore les administrateurs des assemblées parlementaires, peuvent être détachés dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratifs d'appel. Une intégration dans le corps est possible après 3 ans de détachement. Les membres de ce corps sont nommés et promus par décret du président de la République, et ce corps se décompose en 3 grades. Le premier, le plus inférieur, le grade de conseiller, ensuite le grade de premier conseiller, et enfin le grade de président. L'avancement de grade est un avancement au choix qui se fait après inscription au tableau d'avancement. Le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel est géré par le vice-président du Conseil d'État, avec l'aide d'un organe, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, qui est composé de représentants élus des membres du corps. La composition de cet organe et ses missions ont été réformées par une ordonnance du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Cet organe connaît en effet des questions individuelles qui intéressent les magistrats des 2 juridictions. À ce titre, il émet des propositions et des avis concernant les nominations, avancements, détachements ou encore mutations. Il exerce également le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats. Il connaît aussi de toutes questions qui intéressent le fonctionnement et l'organisation des tribunaux et des cours. Par exemple, il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats ou encore sur les questions relatives à la compétence des tribunaux et des cours. Pour terminer, quelques mots sur les droits et obligations des membres du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratifs d'appel. D'abord, contrairement à ce qu'on a vu pour les membres du Conseil d'État, ils ont la qualité de magistrats. C'est la loi du 12 mars 2012 qui leur a conféré cette qualité, qui figure à l'article L 231-1 du Code de justice administrative. De manière corollaire, ils sont donc inamovibles. L'article L 231-3 du Code prévoit notamment que les membres des TA et des CAA ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. S'agissant de leurs obligations, elles ont été renforcées par la loi du 20 avril 2016. L'article L 231-1-1 du Code prévoit que les magistrats des tribunaux et des cours exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité. Et ces membres se comportent de façon à prévenir tout doute à cet égard. Ils sont par ailleurs soumis à l'obligation de réserve et ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. Ils doivent enfin éviter
ou faire cesser tout conflit d'intérêts. Ils font également pour terminer l'objet d'une évaluation instituée par l'ordonnance du 13 octobre 2016. Venons-en maintenant à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Donc deuxième paragraphe, organisation et fonctionnement des TA et des CRA. Ces juridictions s'organisent et fonctionnent de la même façon. C'est pour cette raison que nous pouvons les étudier ensemble. Les règles en la matière figurent aux articles L 221-1 et suivants et R 221-1 et suivants du Code de justice administrative. Nous envisagerons d'abord leur organisation, puis nous verrons leur fonctionnement. Nous dirons enfin quelques mots de leurs fonctions non contentieuses. Grand A, l'organisation des TA et des CA. Comme nous l'avons déjà vu, les TA ont été créés en 1953 et ils sont aujourd'hui au nombre de 42, 31 en métropole et 11 en Outre-mer. Ils rassemblent environ 850 magistrats, 1000 agents de greffe et une centaine d'assistants de justice. Les tribunaux administratifs sont désignés par la ville où ils siègent, sauf pour certains TA d'outre-mer qui portent le nom du territoire, tel que le TA de la Polynésie française. Leur ressort est fixé par le Code. Chaque tribunal est présidé par un membre du corps des conseillers de TA et de CA qui appartient au grade le plus élevé, celui de président. Chaque tribunal est par ailleurs divisé en chambres, dont le nombre varie selon l'importance de l'activité et le nombre de magistrats en fonction dans le tribunal administratif. Le nombre de chambres étant fixé par décret. Par exemple, la plupart des TA d'outre-mer ne comptent qu'une ou deux chambres, alors que les tribunaux de la région parisienne en comptent une dizaine. Chaque chambre a un domaine de compétences déterminé par le président de la juridiction, si bien que les requêtes leur sont attribuées en fonction de leur objet. On trouve par exemple en général une chambre compétente pour le contentieux de la fonction publique, une chambre compétente pour les contrats, une chambre compétente en matière d'urbanisme, une chambre compétente en matière fiscale, etc., etc. Chaque chambre a à sa tête un président qui est en même temps vice-président du tribunal. Ces chambres sont par ailleurs composées de 2 ou 3 conseillers qui ont vocation à instruire les affaires et à participer à la formation de jugement. Enfin, ces chambres contiennent également un rapporteur public qui a pour mission de proposer une solution pour chaque litige lors de l'audience. Les cours administratives d'appel, qui ont été créées en 1987, sont quant à elles au nombre de 8. Elles sont elles aussi désignées par la ville dans laquelle elles siègent. Elles fonctionnent avec 250 magistrats à peu près, 330 agents de greffe et une petite cinquantaine d'assistants de justice. À la différence des tribunaux, les cours sont présidées par un conseiller d'État. Elles sont par ailleurs divisées en chambres, comme pour les tribunaux administratifs, leur nombre étant là encore fixé par décret, selon l'importance de l'activité de la juridiction et le nombre de magistrats. La composition est identique à celle des tribunaux. Les chambres sont ainsi composées d'un président, de plusieurs conseillers chargés d'instruire les dossiers et d'un rapporteur public. Elles ont également un champ de compétences déterminé. Grand B, les formations de jugement. Selon l'article L 222-1 du Code de justice administrative, les jugements des tribunaux et des cours sont en principe rendus par les formations collégiales qui comprennent un nombre impair de juges. Chaque chambre correspond en principe à une formation de jugement. Elle siège en formation de 3 magistrats. Ainsi, la formation du jugement est composée du président de la chambre et de 2 conseillers. L'un d'eux est le rapporteur de l'affaire, c'est lui qui a instruit le dossier. Devant les cours, il existe une possibilité de compléter cette formation de principe pour la porter à 5 magistrats. En effet, lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie, le président de la chambre peut demander au président de la cour qu'un autre magistrat affecté à la chambre et qu'un autre magistrat affecté à une autre chambre siègent également.
À côté de cette formation de principe, il existe des formations de jugement plus solennelles que l'on retrouve à la fois devant les tribunaux et devant les cours. On trouve ainsi la formation de chambre réunie, qui est présidée par le président de la juridiction et qui est composée de 5 à 7 membres qui appartiennent à 2 ou 3 chambres différentes. On trouve par ailleurs la formation plénière, qui est présidée par le président de la juridiction et qui est composée des présidents de chambre et du rapporteur. Par ailleurs, par dérogation au principe de la collégialité, il existe des hypothèses de jugement à juge unique. Devant les tribunaux et les cours, d'abord, le président de la juridiction, ou l'un de ses délégués, peut statuer seul par voie d'ordonnance dans divers cas énumérés à l'article R 222-1. Quelques exemples, c'est le cas lorsqu'il y a désistement de l'une des parties, lorsqu'il y a incompétence manifeste de la juridiction administrative, lorsqu'il y a non-lieu à statuer, lorsqu'il y a irrecevabilité de la requête non régularisable, lorsqu'il y a requête qui relève d'une série, lorsqu'il y a requête qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Pour les requêtes d'appel, il y a également cette possibilité de statuer par voie d'ordonnance lorsque la requête est manifestement dépourvue de fondement, cette possibilité étant issue du décret du 2 novembre 2016. L'objectif est d'éviter de mobiliser 3 magistrats pour des affaires vouées à l'échec. Il n'y a donc ici ni audience ni conclusion du rapporteur public. À côté de cette première possibilité, il existe par ailleurs, devant les tribunaux administratifs et non devant les cours, des litiges pour lesquels le président de la juridiction ou l'un de ses délégués peut statuer seul, après audience publique et audition du rapporteur public. L'article R 222-13 envisage des matières présentant un enjeu limité. On trouve par exemple les litiges relatifs aux prestations sociales ou encore les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation des fonctionnaires. On a déjà cité précédemment d'autres exemples. Pour terminer cette présentation des tribunaux et des cours, il faut souligner qu'à côté de leurs fonctions juridictionnelles, ces juridictions ont aussi des attributions non contentieuses. Grand C, les fonctions non contentieuses. La première de ces attributions non contentieuses figure à l'article L 212-2 du Code de justice administrative. Cet article énonce, je cite, que les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice par les contribuables des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Il s'agit là du mécanisme de l'autorisation de plaider qui date de la loi du 18 juillet 1937. L'ETA est compétent en effet pour délivrer l'autorisation qui permet à un contribuable d'intenter une action juridictionnelle à la place d'une personne publique qui s'est abstenue d'agir en justice. Peu importe que l'action relève du juge administratif ou du juge judiciaire. Le tribunal accorde l'autorisation s'il estime que l'action en justice envisagée a un intérêt suffisant pour la collectivité et s'il considère qu'elle a une chance de succès. La décision qui est prise par le tribunal constitue un acte administratif susceptible de recours devant le Conseil d'État. Par ailleurs, deuxième fonction non contentieuse, elle concerne cette fois les TA et les CAA. Ces juridictions disposent en effet d'attributions consultatives en vertu de l'article L 212-1 du Code. Elles peuvent en effet être appelées à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets. L'article R 212-1 procède à la répartition de compétences. Les questions relevant des attributions des préfets de région sont soumises à la Cour administrative d'appel, alors que les autres questions sont soumises au tribunal administratif.
Il s'agit d'une attribution qui est exercée collégialement, les avis étant rendus par le président de la juridiction ou l'un de ses délégués, ainsi que 2 membres désignés par le président de la juridiction.